Bienvenue à tous au lycée français du Caire, à Almerac. Vous êtes filmé, hein? Donc uniquement dédié aux élèves du secondaire et qui a été inauguré en 2014. Et il possède 3 annexes, un à Zamalek, un à Mahdi et un au Nouveau-Caire. Et eux, ils sont uniquement dédiés aux primaires. Donc vous avez en face de vous les terminales de S1. On peut se vanter d'être les derniers S1 de ce lycée. C'est vrai que la réforme, l'année prochaine, il n'y en aura plus. Profitez-en parce que moi j'ai été dans les derniers terminales A1, c'est-à-dire maths, philo, latin, grec. Donc ça c'est carrément la préhistoire par rapport à vous. Moi je suis latin moi aussi. Bravo. Donc nous sommes là pour vous poser des questions d'actualité. Oula. Et l'actualité pour nous, pour les jeunes de notre âge, ça représente une importance primordiale. Parce que nous vivons au fil du temps une insertion dans le monde des adultes. Ça permet de construire une conscience politique, d'adopter une différente réflexion et peut-être plus mature et surtout d'exercer notre citoyenneté, c'est-à-dire d'exprimer nos opinions personnelles et participer à des débats. Donc les thèmes abordés seront l'OTAN, la réforme des retraites, la relation franco-égyptienne et enfin l'éducation à l'étranger, la francophonie. Ah ouais. Bravo! On a combien d'heures? 2 jours? Donc vous êtes prêts? Ah, je suis prêt. Donc je pense que le Je ne sais pas si vous verrez par rapport aux réponses si j'étais prêt ou pas. Donc, le premier des thèmes abordé sera l'OTAN. Bonjour monsieur. Bonjour. Du coup, à l'occasion de ce 70e anniversaire de l'OTAN, il y a eu un sommet à Londres et Emmanuel Macron, le président de la République, il a dit le 7 novembre qu'on assistait à la mort cérébrale de l'OTAN. Comment peut-on comprendre cette déclaration? Alors, comment dire? Il y a peut-être 2 lectures. C'est-à-dire que la lecture, en général, quand on fait une sortie aussi provocatrice, c'est pour dire que l'OTAN ne remplit plus son rôle de cohésion de tous les acteurs de l'OTAN, que chacun joue sa carte personnelle, ce qui était devenu un peu le cas de l'OTAN, que l'OTAN était un peu trop devenu l'instrument de la politique de défense des États-Unis sur le continent européen. Et on l'a vu avec, depuis 2014, la crise qu'on appelait la crise ukrainienne et après les tensions entre la Russie et, je dirais, l'Europe occidentale, avec un véritable gagnant dans cette affaire, qui était, à mon sens, les États-Unis, la Chine, et un véritable perdant qui était l'Europe. L'OTAN qui était aussi totalement absent de tous les grands enjeux, la crise migratoire, où c'est l'Europe qui était un peu seule, avec des pays qui étaient laissés, j'allais dire, un peu esselés, seuls à devoir gérer l'Italie, l'Espagne, enfin les pays méditerranéens, la Grèce au premier rang, face à la gestion de ce drame qui est à la fois humanitaire, politique, social, parce qu'il fallait gérer l'opinion publique dans chacun des pays, il fallait gérer la crise humanitaire de tous ces migrants, et il fallait gérer aussi tout ce flux migratoire, parce que malgré tout, un paquet d'entre eux, pour ne pas dire beaucoup d'entre eux, passaient finalement les frontières et se retrouvaient au sein de l'Union européenne. Donc, à quoi servait finalement cette alliance de l'Atlantique Nord dans un contexte où elle avait été créée il y a 70 ans pour faire barrage au bloc communiste, étant donné que le bloc communiste n'existe pas plus vraiment, à part peut-être, j'allais dire, à Cuba et en Corée du Nord, la Chine étant, j'allais dire, plus un bloc communiste au sens où on l'entendait à la création de l'OTAN. Donc, cette mort cérébrale, c'est-à-dire que
le corps de l'OTAN existe toujours, mais quelle était sa vision, quelle était son utilité? Je pense que la provocation qu'a voulu faire le président Macron en disant cela, c'était surtout à quoi servons-nous? Si c'est pour toujours faire des réunions, pour toujours dire on est là, on existe, le méchant c'est la Russie, je ne sais pas si vous avez remarqué, les seuls à avoir applaudi, ça a été la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a dit enfin quelqu'un qui a le courage de dire ce qu'il pense. Du coup, ça relance un peu mieux nos relations entre la France et la Russie. Ça a mis un peu, malgré tout, à l'écart la France au sein de l'OTAN, mais on en a eu l'habitude, puisque le général de Gaulle avait claqué la porte de l'OTAN, en disant que ce machin ne servait à rien. Donc aujourd'hui, l'OTAN, soit ça devient une structure excusez-moi, c'est dimanche, mais chez moi c'est dimanche, c'est le jour où je mets le cerveau un peu en pause, donc les mots viennent moins facilement. Comment dire, se donne de nouveaux objectifs et plus celui de maintenir des bases américaines en Europe, se détache un peu de la mainmise des États-Unis sur des pays européens, parce que ce qui a été vécu quand même par les pays qui sont les pays d'Europe occidentale, c'est que avec la chute du communisme, les pays d'Europe orientale, c'est-à-dire les pays de l'ancienne sphère d'influence soviétique, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, enfin tous ces pays-là, sont devenus un peu des pays qui, ayant regardé pendant 50 ans du côté des États-Unis, sont vite devenus des pays sous influence américaine en termes de politique de défense vis-à-vis de la Russie, qui, elle, a été vue comme le potentiel agresseur. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une nouvelle vision à donner à l'OTAN et sans doute une nouvelle politique d'ensemble à avoir, une nouvelle vision commune. C'est-à-dire que les États-Unis sont un partenaire, ils ne doivent pas être celui qui donne la direction à un continent européen qui, lui, comme vous avez pu le voir, a encore des gros problèmes à gérer ensemble et une vision lui aussi à se donner pour l'ensemble. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait une réponse trop... La très fameuse réforme des retraites. Ah, très fameuse. Je ne sais pas si elle est encore très fameuse, mais en tout cas, les grèves qu'elle a générées, elles deviennent fameuses, oui. À moins que quelqu'un veuille ajouter à propos de personne. Donc, Gina. Bonjour monsieur. Bonjour. Le gouvernement d'Édouard Philippe a engagé une profonde réforme des systèmes de retraite. Et du coup, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce projet. Et puis aussi, surtout, finalement, est-ce que les sénateurs vont être impactés par cette réforme et si oui, comment? Quelle question. Alors, si vous me permettez, je vais corriger votre question, parce que la réforme en profondeur des retraites, pour l'instant, elle est annoncée, elle n'est pas engagée. Et au point où on en est, on va attendre, j'allais dire encore cette semaine, parce que le gouvernement fait, j'allais dire, son travail de communication en disant on va tenir, on va tenir, on va tenir. Mais je pense que ce qui a déclenché toute la crise sociale dans laquelle on est, c'est, il faut, j'allais dire, rembobiner le film. Et je pense que le vrai problème est parti de là, c'est que, si vous vous souvenez bien, on en est à 800, presque 820 ou 830 jours de négociations en France, menées par Jean-Paul Delevoye, qui avait été nommé pour mener cette négociation avec les partenaires sociaux, avec tous les acteurs, j'allais dire, en charge de ce secteur. Et il y a eu des annonces qui ont été faites. Et tout à coup, le gouvernement commence à dire, ah oui, mais alors, il y a peut-être des modulations à faire sur l'âge pivot, il y a des modulations à faire sur les régimes spéciaux, à ne pas confondre avec les régimes autonomes, parce que vous avez en France des régimes spéciaux, des régimes autonomes.
ce qui n'est pas la même chose, parce que les régimes spéciaux, alors là, excusez-moi, je vais rentrer dans des détails qui, pour des jeunes qui n'ont même pas encore commencé à travailler, va devenir un peu compliqué. Déjà que pour ceux qui ont commencé à travailler, ça devient compliqué. Pour ceux qui n'ont même pas encore débuté dans la vie active, ça devient encore plus nébuleux. Les régimes spéciaux, eux, pompent, si je peux dire, sur les réserves du régime général. Les régimes autonomes, eux, s'auto-alimentent. Voilà, pour faire simple. Donc, ces deux branches. Mais tout ça font des régimes qui sont dérogatoires du régime général. Donc, tout ça font que c'est une spécialité, pour ne pas dire une spécificité du régime, du cadre des retraites à la française. Donc, vous avez ça en plus. Vous avez donc l'âge pivot, les années de départ, et tout ça crée un mot qui a été bien défini par le président du SEDA, Gérard Larcher, qui dit que ça a créé un climat anxiogène, puisque finalement les gens d'une manière générale ne savaient pas exactement où on voulait en venir avec, ah oui, aussi le principe de la retraite par points et non plus de la retraite sur les trimestres et les années. Donc tout ceci a créé un climat qui finit par faire penser aux gens qu'on ne sait pas où on veut aller, comment on veut y aller, et qui a abouti à c'était quoi, le 5 décembre, je crois, que tout est parti avec les retraites. Et donc, oui, elle est devenue fameuse, cette réforme des retraites, mais finalement, comme toutes les précédentes, celle de 2010 avec le gouvernement Fillon, celle de 95 avec le gouvernement de Juppé, et avec cette malédiction à la française qui fait que chacun qui veut réformer les retraites finit par se heurter à une grogne sociale, à des gens dans la rue, et alors on verra comment ça se termine, je ne suis pas de... c'est que les sénateurs et les députés ont un régime dit autonome, c'est-à-dire qu'il est alimenté par nos propres cotisations et non pas par le régime général des cotisations des Français. Pardon ? Non, non, totalement. Ah non, totalement, il est totalement, il est géré sur... les retraites des parlementaires sont assises sur deux choses. Les cotisations que nous payons sur nos indemnités et le produit des actifs immobiliers des assemblées. C'est pour ça qu'on dit que c'est un régime autonome et non pas un régime spécial. Toute réforme, quelle qu'elle soit, est devenue un point de crispation et d'impossibilité de dialogue. Et je mettrais, j'allais dire, un partout la balle au centre pour faire une métaphore sportive, c'est-à-dire qu'une incapacité pour le gouvernement à expliquer clairement ce qu'il veut faire et une incapacité pour les syndicats aujourd'hui à dialoguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est devenu d'une complexité, d'une incapacité à pouvoir dialoguer tant les choses se crispent immédiatement. Et c'est un signe vraiment de malaise profond dans la société française, dans tous les secteurs. Youssef Moussafa, bonjour. Je voulais juste demander, est-ce que vous pensez qu'il y aura des aménagements pour les retraités qui vont avoir la retraite bientôt? C'est-à-dire, quand, par exemple, la retraite va être implémentée, si elle va être implémentée, la nouvelle réforme des retraites? De toute façon, ce qu'a dit le gouvernement, c'est que normalement, alors, je crois que maintenant, c'est pour ceux qui sont nés en 75 qu'elle s'appliquerait. Donc c'est-à-dire que ceux qui partent à la retraite actuellement, la réforme des retraites entrerait en vigueur pour ceux qui sont nés en 75. Donc, Adrien, tu as une question sur les relations franco-égyptiennes? Oui, donc bonjour monsieur. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, la France et l'Égypte entretiennent de très bonnes relations. Donc je souhaiterais vous demander quel est le rôle ou l'influence peut avoir un sénateur sur les relations diplomatiques franco-égyptiennes. Ah, sur les relations diplomatiques en général. Alors, on appelle ça toujours en France le domaine réservé du président de la République, la relation diplomatique, c'est-à-dire de chef d'État à chef d'État. Mais il y a aussi un autre mot qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire donc à l'étage d'à côté, on ne va pas dire en dessous parce qu'on n'aime pas bien, mais à l'étage d'à côté, c'est-à-dire les relations entre parlementaires. Donc il y a cette diplomatie parlementaire qui, elle, est à mon sens complémentaire, c'est-à-dire que en rencontrant les élus, en rencontrant les autorités,
qui quelquefois est un peu plus formel dans la discussion entre deux chefs d'État, parce que, évidemment, ce que se disent deux chefs d'État engage le pays, la nation, et forcément le discours politique est beaucoup plus ciselé, beaucoup plus affûté. Chaque mot est pesé, calibré, vu, revu par les services du ministère des Affaires étrangères. Chaque ministère a vu, revu, relu les fiches qu'on passe au président de la République, parce que ce qu'il va dire engage la politique de la nation, de chaque côté, du côté égyptien comme du côté français. Et évidemment, le discours est extrêmement calibré, formalisé, et que le président arrive avec un agenda précis, et ce qu'il a à dire au président Sisi, au président Macron, ne va pas en déborder, et ce que va répondre le président Sisi, et ne va pas déborder. Il y a très peu de place, j'allais dire, pour une conversation à bâton rompu, et que chacun a des messages à faire passer à l'autre. Dans la diplomatie parlementaire, c'est un peu plus, quelquefois, franc, quelquefois un peu plus direct, parce qu'il y a cette liberté politique où quelquefois, même les ministres, même le chef d'État, dit à des parlementaires de sa majorité, est-ce que tu peux faire passer tel message, parce que il sait qu'en le faisant passer par un parlementaire, ça va remonter aussi au ministre ou au président directement, d'un côté comme de l'autre. Et que donc, quelquefois, les conversations, j'allais dire, sous l'aspect d'une conversation beaucoup plus fluide, beaucoup plus directe, permet de faire passer aussi des messages, et surtout, ça entretient les relations, tout simplement. Il y a ce côté, moi je suis président de groupe d'amitié, je fais partie du groupe d'amitié France-Égypte, et quand on reçoit nos collègues égyptiens, au détour des réunions, quelquefois on fait passer un petit message, eux nous font passer un petit message, et on sait très bien que le message chemine, et que nous on va faire passer le message jusqu'au ministre des Affaires étrangères, qui après, hop, ça repasse jusqu'à la présidence, et de leur côté, hop, ça chemine aussi. Donc, ça entretient les relations, ça permet de renforcer les liens d'amitié, et cette diplomatie, entre guillemets, parlementaire, permet que le lien ne se rompe jamais, qu'il se renforce. Voilà l'intérêt des relations entre parlementaires et de cette diplomatie parlementaire. Avant de conclure, monsieur, on a juste une dernière question à vous Allez, poser. c'est pour départager les gagnants. Ça parle de la francophonie et de l'éducation à l'étranger. Voilà. Bonjour. Je souhaite vous demander comment le Sénat perçoit la politique d'Emmanuel Macron qui vise à doubler le nombre d'élèves suivant un enseignement français dans le Je vais vous répondre en plusieurs cascades, parce que sur la francophonie, moi c'est un domaine dans lequel je suis beaucoup impliqué, puisque déjà on est dans un pays qui est membre de la francophonie, qui est membre aussi de la francophonie parlementaire. C'est comme ça, je continue sur la question d'avant, puisque je suis membre du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, donc j'y croise régulièrement aussi dans cette instance internationale des parlementaires égyptiens. Et sur votre question, comment je la vois? Moi je la vois comme la volonté d'étendre un réseau qui est un des plus beaux outils, qui a une double vocation, c'est-à-dire de rayonnement culturel de la France à l'étranger, un outil qui est le troisième pilier, c'est-à-dire on a la diplomatie traditionnelle, la diplomatie que j'appellerais professionnelle, c'est-à-dire le réseau diplomatique à travers le monde, on a la diplomatie parlementaire, et on a aussi ce qu'on appelle une diplomatie d'influence, c'est-à-dire celle qui passe par la culture et l'enseignement, et ce sont les 500 établissements français à l'étranger. Ce qui fait la spécificité, on a de l'enseignement, j'allais dire en anglais, on a de l'enseignement en italien, en espagnol, en allemand, à travers le monde. Mais comme je viens de le dire, il est en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. La spécificité de la France, c'est que c'est un enseignement français, et pas qu'en français. C'est-à-dire que ce qui fait la richesse, et on le voit bien avec, quand je parle avec des étrangers qui viennent choisir de
de mettre leurs enfants dans nos établissements, c'est qu'ils ont la qualité de l'enseignement comme en France. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse de nos établissements scolaires à l'étranger, c'est qu'ils sont ici, je veux dire, au lycée français du Caire, comme au lycée français de Singapour, comme au lycée français à Bamako ou à Buenos Aires ou à New York, ils sont dans un établissement français comme en France, avec la même qualité de l'enseignement, avec des professeurs, avec un encadrement, comme s'ils étaient dans un lycée français, j'allais dire à Bordeaux, à Nice, à Paris, à Strasbourg. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse de cet enseignement français à l'étranger, c'est que ce n'est pas qu'un enseignement en langue française, c'est un enseignement comme on l'a en France, avec la même qualité, et c'est surtout ça qu'il faut préserver, c'est cette pérennité qu'il faut conserver dans les années à venir, et c'est surtout ce à quoi nous, les parlementaires, nous sommes attachés, et qu'à chaque fois qu'il y a, j'allais dire, une commande faite par le chef de l'État, nous, dans les débats, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, j'allais dire, on pousse le gouvernement à mettre, j'allais dire, les fonds, parce que, je veux dire, toute une grande structure, toute une machinerie aussi importante qu'un réseau d'enseignement français à l'étranger, ça nécessite de mettre en place les moyens financiers, les moyens humains, c'est-à-dire des enseignants. La proviseure en sait quelque chose, puisqu'elle gère, elle, tout le personnel et tous ceux qui font vivre la qualité de l'enseignement français à l'étranger. C'est ça, pour nous, l'enjeu aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, si je suis encore parlementaire, je viendrai vous en parler. Mais ça, il faut après passer. Vous serez devenus, j'allais dire, de jeunes gens dans la vie active. Moi, si je suis encore parlementaire, je viendrai parler à vos successeurs. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment, monsieur le sénateur. Je voudrais rajouter des valeurs à la française qui nous sont très chères. Oui. Et puis, rappeler que cette année, nous sommes dans l'année France-Égypte. Donc, nous avons encore quelques semaines. Donc, c'était un moment très fort d'amitié entre nos deux pays. Voilà, merci infiniment. Mais merci à vous tous. Et merci aux jeunes, merci aux modérateurs, merci à tous, merci à monsieur Chipouche. Merci. Et au nom de la classe, on vous remercie de nous avoir accordé un peu de votre temps aussi. Non, mais merci à vous. C'est un plaisir d'échanger toujours avec des jeunes gens, je vais dire, qui ont autant travaillé. Merci à vous. En plus, c'est une année de Pâques. Oui, mais c'est pour ça que ça les intéresse. Bravo. Tous mes voeux pour cette année importante. Merci, monsieur.